C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant le suivi de projet du char mycénien. Cette fois-ci, nous nous attaquons à la structure du garde-corps que vous voyez en bleu, qui était un garde-corps à ailettes, comme vous le montre l'iconographie. Et pour cela, nous aurions dû faire avec du bois étuvé, c'est-à-dire passer à la chaleur et à l'humidité pour ensuite pouvoir le fléchir. Le temps, même principe que d'habitude, et les moyens nous en ont empêché, puisque la dernière entreprise de cintrage en France spécialisée dans ce type de cintrage a fermé en décembre 2018 et le temps pour en retrouver une autre était trop court. Donc nous nous sommes orientés vers le Rotin qui nous propose une structure assez similaire et une résistance comparable à celle du bois étuvé. Donc nous sommes passés par une entreprise qui s'appelle le Rotin Filet, qui est une des grandes entreprises en France concernant l'import-export de rotin et le travail de cette matière-là. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons obtenir des formes qui sont extrêmement complexes. Il fallait se rapprocher d'une structure légère, toujours. Alors vous pouvez le voir ici dans un char beaucoup plus tardif, c'est-à-dire du 6e siècle après Jésus-Christ, où le garde-corps est effectivement assez mince. Nous nous en rapprochons aussi ici avec du rotin de 30 mm qui a été, comme vous le verrez ici, envoyé à l'ancien directeur des vanneries françaises pour qu'il le mette en forme. Je vous laisse donc avec Régis, le directeur du Rotin Filet, pour vous expliquer cette structure et l'histoire de l'entreprise. Alors l'entreprise Rotin Filet est née en 1937 dans la Drôme. C'est le grand-père et le grand-oncle qui ont monté l'entreprise. Mon père a repris l'entreprise en 88 et moi j'ai repris l'entreprise en 2014, donc on est à la 3e génération. Et on évolue. Je considère que l'entreprise est une vieille entreprise, elle a 82 ans cette année, mais on la gère comme une start-up parce que la commercialisation de ce produit est à la fois vieillot, mais a besoin d'enlever cette poussière et redynamiser. Donc votre défi de char nous a beaucoup plu. Bon, et on a essayé comme on a pu relever le défi. Voilà. Ok, vous l'avez envoyé où le rotin pour le faire travailler plutôt? Alors, on l'a envoyé en Haute-Savoie, on a envoyé ça chez Claude Culto. Claude Culto, c'est l'ancien directeur de Faibio, la seule école de vannerie en France, hein, d'accord. Et puis il est à la retraite, mais il est très occupé, c'est quelqu'un qui nous propose sa disponibilité, parce qu'il nous propose des stages de mobilier en rotin ici dans l'entreprise. Et quand on lui a demandé de relever le défi pour votre association, eh bien, il a dit, mais vous êtes fous. Et là, il a voté pour. Et en moins de 15 jours, il a réalisé l'objet que vous avez besoin. Et du coup, on est très très content de pouvoir vous apporter tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que le rotin que vous avez ici est une liane qui pousse en forêt indonésienne. Et vous l'avez typiquement comme il se trouve en forêt indonésienne. Il faut savoir que sans le savoir, en utilisant du rotin ou en achetant du rotin dans du mobilier, eh bien, en fait, vous votez contre la déforestation en Indonésie, car pour que le rotin pousse, on a besoin de tuteurs naturels que sont les arbres de la forêt indonésienne, et donc, vous êtes une des pierres à l'édifice qui fait qu'on vote contre la déforestation en Indonésie. Donc c'est super important ce que vous avez fait, c'est très très sympa. Donc le rotin que vous avez là, il en existe une centaine de variétés dans le monde. Et ici, chez Rotin Filet à Pondin, eh bien, on en trouve une trentaine. Vous avez le rotin marron qui est ici, qui est du Malacca comme exemple. Et là, le Malacca, en fait, c'est ce qui est le plus utilisé pour les terrasses de café. Donc on travaille avec la maison Drucker, qui est une grande maison à Paris, qui vend du rotin pour faire du mobilier de terrasses de chaises dans le monde entier. Et grâce à eux, eh bien, on voyage aussi un petit peu directement. Là, vous avez du Toiti. Alors, le Toiti, ça s'écrit comme Tahiti, sauf qu'on a mis un O à la place. Et le Toiti, ça sert beaucoup pour faire des anses, des objets différents, parce qu'il a la particularité d'être assez léger, moins dense, et ça peut être très très long, parce qu'on atteint les 5-6 mètres de long pour ce Toiti. Alors, pour la paille des marais qui est là, qui est un exemple, la paille des marais... c'est une plante qui pousse le long des marécages ou des marais du côté de la Saône-et-Loire. Il a une particularité car il est plat, cette paille est plate. On peut la caresser comme dans un sens, mais pas dans l'autre. Dans l'autre, elle est très très coupante. Et elle sert surtout pour faire du rempaillage de chaises à l'ancienne.
C'est-à-dire que pour la travailler, cette plante, il faut la tresser par 3 brins, avancer tous les 10-20 cm, la mouiller pour la travailler, et on ne peut pas la remouiller une deuxième fois. Alors quand on a commencé l'assise de chaise, on ne peut pas s'arrêter, on est obligé pendant 8 ou 9 heures faire l'assise de chaise sans s'arrêter. Et la technique avec cette chaise, c'est que vous allez faire donc tous les 10-20 cm, vous allez commencer à tresser, et vous allez l'enrober de paille de seigle de couleur, ce qui se trouve aussi chez Rotin Filet, où là c'est un autre métier d'agriculteur et de chimiste à la fois, parce qu'on va planter de la paille de seigle, la récolter à un certain moment, la laisser sécher dans le terrain, et puis après quand on va la récupérer, on va, faire on va la tremper dans des bains pour qu'elle atteigne une certaine couleur, et là c'est la partie chimiste, et donc on va faire comme dans les anciennes, la paille torsadée, enrobée à l'ancienne, ça c'est le moment magique, mais c'est un métier qui se perd. Hein. Et le rotin, c'est très particulier parce que je l'ai vu, il y a des sortes de zones tubulaires pleines d'air à l'intérieur qui permettent d'avoir une résistance et de bouger, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que la différence entre le bambou et le rotin, c'est que le bambou, il est creux avec des lames au niveau des nœuds, alors que le rotin, il est plein d'un bout à l'autre. Et le rotin, il a l'habitude de vivre dans l'humidité, parce qu'il a des périodes très humides et des périodes très très sèches. Donc il doit vivre naturellement, et il a plein de petits trous à l'intérieur, et quand vous le trempez dans un liquide, comme pour faire un panier en rotin, vous allez le tremper dans de l'eau pour qu'il puisse réagir comme une éponge, donc aspirer l'eau, et devenir beaucoup plus flexible et beaucoup plus travaillable. Top. Alors, pour faire le lien entre ce qu'on vient de voir sur le rotin brut qui vient de la forêt indonésienne et cette machine de filature de rotin, en fait, vous avez l'exemple même du rotin brut avec les défauts que sont les nœuds de ce rotin brut. Et ce qui se passe, c'est que mon grand-père et mon grand-oncle, quand ils ont démarré cette histoire, en fait, ils voulaient aussi avoir le cœur tendre du rotin qu'on appelle la moelle de rotin. Et pour avoir ce cœur tendre, eh bien, il faut faire de la filature de rotin. Et c'est pour ça que l'entreprise, depuis 1937, s'appelle Rotin Filet. Rotin parce qu'on achète de la matière première en rotin, on est grossiste en import-export, et la deuxième parce qu'on faisait de la filature de rotin. Alors, voilà un exemple de brin de rotin. Vous avez un rotin brut qui est mis du côté gauche, qui est poussé par ces petites poulies à la même vitesse et poussé sur une pièce qu'on appelle une filière. Alors, la filière, eh bien, à l'intérieur, vous avez comme des nids d'abeilles, avec des petites ailettes sur les côtés. Eh bien, les nids d'abeilles qui sont au centre, on va obtenir la moelle de rotin, donc le cœur tendre du rotin. Et puis les petites ailettes à l'extérieur servent pour faire de la lame, de la canne, de l'éclisse. Et pour vous donner un exemple, la canne, eh bien, va servir pour faire du canage de chaise, canage, pour faire du canage de chaise. Et donc, on a bien un côté brillant sur le dessus. Et si on regarde au dos du rocking chair, eh bien, on va trouver un côté mat. Et c'est l'intérieur de la moelle de rotin. Voilà l'explication du côté brillant, en fait. Hein. C'est parce que c'est la silice naturelle qui est sur la liane de rotin. Alors, l'entreprise est née en 1937 dans la Drôme, dans le pays de la chaussure. L'histoire folle et dingue, c'est qu'en fait, mon grand-oncle et mon grand-père faisaient des semelles de chaussures avant 1937. Et il y a un de ses clients qui est venu les voir et qui voulait concurrencer, en fait, à chaque fois, j'oublie le nom, les espadrilles. Il voulait concurrencer en fait les espadrilles, et pour concurrencer les espadrilles en raffia, eh bien, il a voulu faire une chaussure en rotin. Sauf qu'en rotin, les essais, c'était super joli, mais c'est pas très très concluant dans la vie de tous les jours. Alors par contre, si on veut toujours voir l'histoire de la chaussure en rotin, eh bien, elle est toujours dans le musée de la chaussure à Romans, Bourg-de-Péage, où il y a des chaussures très anciennes et des chaussures toutes nouvelles, mais on voit une chaussure en rotin, et la chaussure en rotin vient de l'histoire de l'entreprise Rotin Filet dans la Drôme à Bourg-de-Péage. Voilà. Mais en fait, c'est mon grand-oncle qui a inventé en fait ce tonneau, et ce tonneau sert tout simplement pour faire de la vannerie, quand on veut faire des paniers, ou quand on veut faire, par exemple, la panier à pain, la vieille panier à pain en forme ovale, eh bien, il fallait faire un fond en contreplaqué. Et quand mon grand-père et mon grand-oncle faisaient le fond en contreplaqué, ils coupaient les fonds à la scie à ruban, ils perçaient à la perceuse à colonne, et en fait, tous les petits aspérités du contreplaqué, c'était moche, donc il fallait tous les poncer, tous les fonds, il fallait les poncer. Et donc, ils ont trouvé une solution. Dans le temps, ils avaient le temps de le faire, et ils mettaient entre 100 et 200 fonds à l'intérieur, ils faisaient tourner ça 10 minutes, et en fait, les plaques de contreplaqué se polissaient entre eux en tournant dedans, et ça nous évitait de les poncer. Alors là, c'est
une éclisseuse. Alors l'éclisseuse, en fait, ça sert quand on... Tout à l'heure, on a expliqué pour faire de la filature de rotin. Donc la filature de rotin, on va extraire l'intérieur et l'extérieur en même temps. L'extérieur du rotin, ça peut être de l'éclisse, de la lame ou de la canne de rotin. La canne pour faire des rocking chairs ou des assises de chaise. Mais l'éclisse et la lame, ce qui se passe, c'est que en la passant dans cette éclisseuse, si on ne la passait pas, eh bien, les côtés de rotin qui font l'extérieur rotin, eh bien, c'est très très coupant. Donc en fait, en la passant dans cette machine, on va égaliser les côtés pour que ça devienne moins coupant. C'est pour ça qu'on appelle ça une éclisseuse. Allez, vas-y. Pour finir avec cette machine, c'est un compresseur, alors très très vieux compresseur. On a eu le plaisir de faire visiter l'entreprise comme on fait assez souvent. Et une entreprise qu'on a fait visiter avec des retraités de cette entreprise, eh bien c'est eux qui faisaient les moteurs de ce vieux compresseur. Donc ils ont été agréablement surpris d'en retrouver encore un en France. Et en fait ce compresseur servait à faire fonctionner une machine qui fait que on arrivait eh bien, à tordre ce rotin-là. Alors, on a deux possibilités. C'est soit on le tord à froid, et donc du coup, on lui demande pas trop de contraintes. Par contre, pour faire un fauteuil, un début de fauteuil comme ça, il faut en fait tremper du rotin dans de l'eau chaude, dans une étuve qui va augmenter la température de chaud, donc on dépasse les 90 degrés. Quand on le sort, il est complètement chaud, le rotin, et on va pouvoir le tordre en ayant une matrice, on va le poser, le tordre, et attacher avec une ficelle pour éviter qu'il s'écarte, le laisser refroidir, et quand il est refroidi, il ne bouge plus. Vous ne pouvez plus le remettre en fonction droit, à part de le retremper. Mais plus on va le bouger, plus il va commencer à avoir des petites failles en fait, au niveau du rotin. Et l'autre technique à froid, eh bien, avec un compresseur, on va utiliser une machine qui va tordre en fait, le rotin, soit parce qu'on veut vraiment le tordre et lui donner un angle, soit au contraire le redresser. Parce que la nature ne fait pas un brin de bois droit, il va suivre l'arbre, comme on a dit tout à l'heure, c'est un tuteur naturel, c'est l'arbre, et donc il va suivre l'arbre. Et comme on fournit aussi des bâtons de rotin brut pour des combats asiatiques en France, on en passe plus de 2000, eh bien les combattants qui sont dans les Alsaciens, ils voudraient avoir un bâton qui soit le plus droit possible. Donc nous ici, à froid, on remet en fait le bâton le plus droit possible pour que eh bien, ça soit le plus facile pour leur combat. Et enfin, comment ça se passe pour les compagnons du devoir avec qui on travaille justement sur ce projet du char par rapport à leur bâton, justement, ce qui est très particulier? Alors, les compagnons du devoir, ce sont pour nous une fierté comme clients, parce que ça fait très très longtemps avec qui on travaille. Et puis, en leur posant des questions et en discutant, on a appris en fait que depuis le XVIIIe siècle, c'est eux qui ont ramené en fait un bâton de rotin en France parce qu'ils avaient une mission. En fait, à la fin de leur année de stage, ils devaient aller voyager, aller voir un autre pays et revenir avec un produit authentique du pays. Et un jour, il y a un compagnon de devoir qui est allé en Indonésie, sur l'île de Bornéo, et il a ramené un bâton de rotin. Et grâce à lui, en fait, ce bâton de rotin est resté authentique au niveau des compagnons de devoir, parce qu'en fait, ils ont gardé ce bâton comme un symbole de compagnons de devoir de la fin de leur stage, et on met une pointe au bout pour protéger le bâton, on met une boule au-dessus, et puis il y a tout un habillage sur le dessus de ce bâton, et il va rester à vie ce bâton, et il est en rotin. Merci beaucoup, et bien on va passer à la caisse. Allez, on passe à la caisse. Ultérieurement, comme vous le voyez, le char a été récupéré à la Giraudière et nous l'avons emmené à la menuiserie Bérère pour commencer tous les réglages et le travail du cuir. Et vous pouvez voir sur cette dernière image la structure, ou au moins une partie sans les ailettes, de la structure du garde-corps posée sur le char. A bientôt pour la suite.